merci pour votre fidélité à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Nous sommes à l'émission chronique où nous allons analyser les quelques sujets qui font agiter l'actualité en République démocratique du Congo. Il y a d'abord la Commission électorale nationale indépendante qui a promis de faire une grande annonce au courant de la journée de samedi. Semble-t-il, la CENI pourrait probablement annoncer la publication du calendrier électoral. Est-ce qu'on aura des élections en 2023? En tout cas, nous serons fixés ce samedi après la publication du calendrier électoral qui va nous fixer sur les étapes du processus électoral. Et puis, la situation de crise à l'Union pour la démocratie et le progrès social, où rien ne va après la destitution d'Augustin Kabouya, secrétaire général investi par la Commission démocratique du parti, qui l'a destitué, mais depuis, l'homme résiste. Wakwenda Victor a été arrêté, brièvement conduit à Makala, puis libéré, après de menaces que Jekobea a proférées par rapport à l'arrestation de Wakwenda. Quelle rapidité! Si c'est pour les opposants, vous savez très bien, la procédure traîne, on vous présente là devant un juge, on rejette la liberté provisoire. Mais lorsqu'il s'agit d'un cadre, pas le moindre, du parti présidentiel, c'est juste une affaire de jour. Et puis nous avons aussi appris que l'ancien coordonnateur de la sécurité interne du président de la République arrêté après une rocambolesque affaire de transmission de photos secrètes à Kigali, a été aussi relâché après un bref séjour à la prison Satan de Makala. Ce sont des libérations qui font parler au sein de l'opinion. Nous allons y revenir tout au long de cette émission. La situation sécuritaire à l'Est, aux dernières nouvelles, le président congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est présentement au niveau de la République d'Angola à Luanda, où se tiennent des assises portant sur les négociations entre les M23 et le gouvernement congolais. Quelques chefs d'État ont répondu. Je crois Ndayishimiye du Burundi, Paul Kagame a, comme dans ses habitudes, boudé la rencontre. Au fait, boudé, Félix Tshisekedi ne veut pas les rencontrer dans ses sommets, malgré l'invitation de Joao Lourenço. L'homme a préféré seulement envoyer son ministre des Affaires étrangères. Que faut-il attendre de ces assises de Luanda qui ne sont pas le premières? Nous savons tous que les dernières assises de Luanda n'ont rien produit. Qu'est-ce qui rassure aux Congolais que cette fois-ci c'est la bonne? Vous savez très bien la position du gouvernement de la République qui, après avoir dit que les rebelles sont aux portes de Goma, l'annonce était faite par le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katambwe, qui a annoncé avec pompe que les rebelles sont à une vingtaine de kilomètres de la ville de Goma. Depuis, on ne sait plus rien. On attend toujours la suite. Mais du moins, le gouvernement ne veut pas aller négocier avec les rebelles. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le rapport de force va tenir? Est-ce que les M23 vont-ils se retirer des zones occupées pour faciliter la tâche au gouvernement qui voudrait négocier avec les M23 hors du territoire congolais? C'est la grande équation qui se trouve sur la table. Avec notre invité, nous allons analyser toutes ces questions d'actualité pour vous éclairer. Voilà, merci de votre fidélité et continuez à vous abonner à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV. Félix Tshisekedi va-t-il se représenter? La question commence à se poser au regard du bilan très controversé, critiqué même. Je ne dis pas que c'est positif ou négatif, mais je sais que le bilan de Félix est largement très critiqué. Au regard de ce bilan, va-t-il vraiment se représenter ou y a-t-il un dauphin qui se prépare déjà pour les remplacer, surtout après des crises qui n'ont pas été suffisamment bien gérées? Voilà, très bien. Nous recevons pour vous un confrère journaliste. Il s'agit de Siméon Isako Djale. C'est avec lui que nous allons analyser toutes ces questions. J'insiste, hein, il est journaliste de formation et de profession. J'insiste, journaliste de formation et de profession. C'est comme un peu votre humble serviteur qui est devant vous. Lui nous a précédés, hein, il a fini une année avant nous. Donc il n'y a pas de doute sur ce point. On n'est pas comme ces moutons noirs qui nous ont envahis et qui nous font la loi. Alors, Siméon Isako, bonjour. Bonjour Patrick Lokala, bonjour à tous les internautes qui sont connectés à toi, qui suivent
travers YouTube, tes émissions, tes productions. Mes salutations à eux. Salutations à ceux qui sont en train de suivre cette émission. Salutations à tous les Congolais. Salutations à nos compatriotes de l'Est de la RDC, plus précisément ceux qui sont actuellement dans les territoires de Rutshuru, en train de subir les affres de la guerre qui nous est injustement imposée par la communauté internationale via les Rwandais. C'est la communauté internationale qui nous impose la guerre. C'est la communauté internationale qui nous impose la guerre via les Rwandais. Le Rwanda nous fait la guerre par procuration. C'est des notoriétés publiques, c'est connu comme ça. Et donc, mes salutations à tous ces compatriotes. Nous sommes de cœur avec eux. Nous disons toujours que si les FARDC ne gagnent pas cette guerre aujourd'hui, demain, nous la gagnerons à coup sûr. Demain, nous la gagnerons. Il y a eu des nominations. Je croyais que mon frère allait être nommé parce que c'est parmi quand même les gens qui croient en Félix Tshisekedi par rapport à son travail, à ses réalisations, par rapport aussi à votre vision de Congolo positiviste. Effectivement. Vous n'avez pas été nommé. Est-ce que ce n'est pas un objet de mécontentement par rapport à tout ce que vous faites? Mais pourquoi ce régime? Pourquoi être mécontent parce qu'on n'a pas été nommé? Vous savez, quand on sert les pays, nous devons nous transcender. Nous devons nous transcender, nous devons être au-delà de nous-mêmes. On ne doit pas servir les pays avec les états d'âme. On ne doit pas servir les pays parce qu'on veut qu'on soit nommé quelque part. On sert les pays parce qu'il s'agit de la nation, parce que le pays doit aller de l'avant, parce que le pays doit se développer. Bien évidemment, quand on sert, quand on travaille, on doit se retrouver dans ce qu'on fait. Mais si on sert les pays et que les pays vont de l'avant, nous nous retrouvons, par exemple, dans ce que nous sommes en train de faire en tant que journalistes, tant mieux. Ce n'est pas dit qu'on doit nommer tout le monde au même moment. Non, Kabila a fonctionné avec certaines personnes durant ses 18 ans de règne. Ils n'ont pas été nommés, mais ils se sont retrouvés grâce à Kabila après les 18 ans de Kabila. C'est cela le problème. Donc nous devons avoir cette façon-là de comprendre les choses. Ce n'est pas au même moment que tout le monde peut bénéficier. Et il faut encore le souligner que nous n'accompagnons pas Félix Tshisekedi, mais nous accompagnons la République. La République. Parce qu'on a décidé de ne pas être du côté des envahisseurs. On a décidé de ne pas être du côté de l'axe du mal. Mais nous avons décidé, nous avons levé l'option d'être du côté de la vérité, du côté de la défense des institutions du pays qui sont de surcroît légalement établies. Parce que c'est grâce à ces institutions que nous allons développer notre pays. Le développement, tous, nous en avons besoin. Même les opposants qui contredisent Félix Tshisekedi d'aujourd'hui, on a tous besoin du développement. Très bien. Alors, comment avez-vous apprécié ces nominations? Ben, j'ai dit que ceux qui ont été nommés, d'abord... Non, mais là, par rapport à la qualité de... Félicitations à eux. Il y a quand même, on dit qu'il y a des gens, des simples D6, qui ont été promus au poste de... administrateur, est-ce que le problème... On dit qu'il y a eu un peu de la complaisance. Est-ce que le problème, c'est... Un peu du favoritisme. Est-ce que le problème, c'est d'être diplômé d'État? Est-ce que le problème, c'est d'être licencié? Est-ce que le problème, c'est d'être professeur? Il ne s'est pas posé un problème de casting. Laissez-moi répondre. Ouais. Est-ce que le problème, c'est d'être le professeur des universités? Le problème, c'est d'être doctorant? Le problème d'être, je ne sais, avoir n'importe quel titre du monde? Est-ce que c'est cela le problème? Moi, je me dis que ce n'est pas ça le problème. Le véritable problème se situe au niveau du mérite. Est-ce qu'ils ont mérité? J'ai dit oui. Ont-ils mérité? Ils ont mérité. J'ai dit oui. D6. Ils ont mérité. Tu peux dans des structures techniques. Tu peux beau être gradué, beau être licencié, beau être professeur, mais tu n'es pas à mesure. Tu n'as pas les capacités de faire ce qu'un D6 fait. Si un D6 travaille plus qu'un professeur des universités, plus qu'un licencié, qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas qu'on puisse l'élever en dignité? Simplement parce qu'il est D6. D'après vous, il n'y a pas eu de favoritisme. Il s'agit de la méritocratie. Ils ont mérité, peu importe les titres académiques. Vous êtes d'accord, vous serez d'accord. Il n'y a pas eu de favoritisme. Vous serez d'accord avec moi que ce pays a été mis à terre par les professeurs des universités. Nombreux qui ont fonctionné autour de M. Kabila. Ce sont eux qui ont mis à genoux ces pays. Combien de professeurs d'université, des Linulu, des Linikin, ont fonctionné autour de Kabila
Et ils ont mis à genoux ces pays. Et donc, le problème, ce n'est pas d'être licencié ou gradué ou décidé. Il n'y a pas eu de favoritisme. Le problème, c'est la méritocratie. Il n'y a favoritisme ou pas, je ne sais pas. Moi, j'ai dit au moins que ceux qui ont été nommés l'ont mérité. Ils ont mérité. Voilà. Félix a nommé son frère au poste de coordonnateur de la sécurité interne du président de la République. Autrement dit, Félix n'a plus confiance à ses proches qui l'ont trahi, parce que vous connaissez cette affaire des transmissions de photos secrètes à Kigali. Désormais, on a un président qui ne croit plus à ses proches, mais qui se tourne vers sa famille. Comment on a dit? Un président qui ne croit plus à ses proches, qui se tourne vers sa famille, ben, je vais dire ils ont été dans les détournements, s'il vous plaît. Ils ont été dans les chantages, S'il vous plaît, je vais vous répondre. Ils ont été dans les trafics d'influence, Je vais vous répondre. les clientélismes, et voilà que maintenant ils transmettent des infos à Kigali. Je vais dire que c'est faux. C'est pas que Félix n'a plus confiance à ses proches. Non, il se tourne vers sa famille. Non, c'est faux. Son directeur de cabinet n'est pas de sa famille. Nous parlons de celui qui était nommé. Non. Attends, je suis en train de te faire comprendre que son directeur de cabinet n'est pas de sa famille. Tous ceux qui sont à son cabinet ne sont pas de sa famille. Ils ne sont pas de sa famille. Mais j'ai présenté fait, c'est-à-dire que non, les proches je vais t'amener à comprendre quelque chose. Les collaborateurs trahissent. Je t'amène la trahison, il y en a partout. Son jeune frère. La trahison, il y en a partout. Katoumi n'a-t-il pas trahi Kabila? Katoumi a trahi Kabila. Katoumi n'avait-il pas trahi Kabila? Kabila l'avait appelé Judas. On connaît tous que Judas, c'est quelqu'un qui trahit. Judas avait trahi Christ. La trahison, il y en a partout. Et donc, ce n'est pas un fait nouveau. C'est pas un fait nouveau. Katoumi a quitté, il n'a pas trahi. Or, les proches de Félix ont transmis des photos secrètes de Félix à Kigali. J'ai dit que Katoumi... Des faits différents. J'ai dit que Katoumi avait trahi Kabila. Il a quitté Kabila, n'a pas trahi Kabila. Non. Il a quitté Kabila. Toi et moi n'avions pas fonctionné avec Katoumi et Kabila. Nous n'étions pas dans leur système. C'est Kabila qui patronnait le système. Et Katoumi était dans le système. Si c'est lui qui patronnait le système nous dit qu'il a été trahi par X, Y, pourquoi nous allons refuser qu'il a été trahi? Parce que c'est lui qui patronnait le système. Et donc, Katoumi avait trahi Kabila. Tout ça, c'est pour normaliser les faits de trahison. Non, je veux te faire comprendre que la trahison, ce n'est pas un fait nouveau. La trahison, s'il y en a aujourd'hui à la présidence, ça n'a pas débuté avec... Kabila n'avait jamais nommé ses frères. Ça n'a pas débuté avec Félix Tshisekedi. Même partout à travers le monde, on les voit. On assiste à des trahisons. Que Félix nomme... Il n'a jamais... Kabila n'avait jamais nommé son jeune frère. Que Félix nomme Tshisekedi à la présidence parce qu'il doit s'occuper de sa sécurité interne. Je ne vois pas de mal. J'ai plus confiance à proche. Non, ça c'est toi qui dis. C'est toi qui dis, je ne suis pas dans ces discours. Que mon frère vienne, que je sois en sécurité. Je ne suis pas dans ces discours de considération tribale et consorts. Que Félix nomme son frère pour qu'il s'occupe de sa sécurité interne, je ne vois pas de mal. Ici, le problème, c'est la méritocratie. Son frère a-t-il mérité, oui ou non? Il a mérité. Son frère est-il citoyen? S'il te plaît. Son frère est-il citoyen congolais, oui ou non? Il est citoyen congolais. Où est le problème alors s'il nomme son frère? Ça veut dire que le frère de Tshisekedi n'ont plus droit de travailler dans ces pays. Parce que leur frère est président de la République. Jacques Tshibanda Tshisekedi a-t-il mérité ses postes? J'ai dit ceci. Ça veut dire, oui ou non? Tu veux dire que lui n'a plus le droit de travailler parce que son frère est chef de l'État. C'est ce que tu veux insinuer. Je vais poser la question. Non. La question est simple. Si tu me dis qu'il n'a plus le droit de travailler, il n'a plus le droit d'assumer des responsabilités dans ces pays parce que son frère est chef de l'État, parce que la Constitution dit clairement, tu me donnes une disposition de la Constitution tout à l'heure, qui stipule que lorsque ton frère est membre de ta famille et chef de l'État, toi tu ne peux plus assumer une fonction dans un pays. Si tu me brandis cette disposition, alors je vais dire que mais tu sais qu'il est maintenant dans la médiocrité. Tant qu'il n'y a pas de pareille disposition constitutionnelle, tant que tout est permis par la Constitution, tant que tous, Congolais, soutenons la méritocratie, je ne trouve pas de mal qu'il nomme son frère pour assurer sa sécurité interne. Encore est-il que les domaines sécuritaires, c'est le domaine de la confiance. Question. Et de compétences. Compétences aussi, bien sûr. La sécurité avant tout. C'est la compétence. Avant tout, c'est la confiance. C'est d'abord technique. Confiance et compétence. Siméon Isako, s'il vous plaît. La sécurité, c'est d'abord et avant tout
l'expertise de la technicité. Mais tu penses qu'il n'est pas Puis technicien? après, Tu penses qu'il n'est pas? il y a les affinités. La question que je voudrais vous poser, Jacques Tshibanda Tshisekedi a-t-il mérité son poste? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait avant d'être nommé à ce poste? Je ne suis pas venu parler de Jacques Tshibanda Tshisekedi ici. Je pense qu'il y a eu des sujets annoncés à l'entame de cette émission. Mais vous fouillez la question, allez-y. Je n'ai pas fouillé la question. Je suis en train de me poumonner pour te faire comprendre que dans aucune disposition constitutionnelle, on interdit à un chef de l'État de nommer son frère à un poste quelconque. D'autant plus que si... Donald Trump avait nommé sa fille. S'il te plaît. Mais tout le monde connaissait au moins l'expertise de sa fille. S'il te plaît. En la matière. Si. C'est pourquoi nous voulons savoir celle de Jacques Tshibanda Tshisekedi. C'est lui qui l'a nommé. C'est lui qui l'a nommé. Pourquoi vous voulez en faire une question de... C'est ce qu'il est en mesure de faire. Tu l'as bien dit ici. Le domaine sécuritaire, c'est d'abord la technique, l'expérience, la confiance. A-t-il été formé où? Et donc, si tu sais qu'il a décidé de le mettre à cet endroit-là, ça veut dire qu'il s'est rassuré, parce qu'il s'agit de sa propre vie. Il s'est rassuré qu'il est expérimenté en la matière. Merci. Il s'est rassuré qu'il est digne de confiance. Et donc, il ne faut pas en faire un sujet. Est-ce que vous le connaissez quand même? Vous êtes journaliste comme moi? Ouais. Je suis congolais. Vous connaissez son parcours? Je suis congolais. Vous connaissez le parcours de Jacques Tshibanda Tshisekedi? Je suis congolais, mais je ne suis pas non plus obligé de connaître tout le monde. Donc, mais je connais Tshibanda Tshisekedi, je les connais. Les parcours? Non, j'ai dit qu'on n'est pas venu parler de lui ici quand même. C'est très bien. On ne vous retient pas, vous n'êtes pas obligé de répondre tout de même à la question, mais au moins les gens ont compris que vous n'avez pas la réponse. Non, c'est pas ça. C'est pas que je n'ai pas, pas de réponse, mais j'ai dit qu'il y a d'autres sujets plus essentiels à évoquer que ces sujets-là. On évolue. Pour vous, les nominations étaient méritées. Nous allons quitter un peu la présidence de la République, où vous constatez vous-même qu'il y a quand même beaucoup de scandales, pour ne pas reprendre ce que disent les Quinois, les scandaux à la présidence. Je ne vais pas poser une question polémique, Siméon Issako, mais au moins je quitte la présidence. Nous savons tous que c'est la présidence qui a beaucoup plus de scandales que d'autres présidences qui l'ont précédée. Mais au moins, qu'est-ce qui se passe à l'UDPS, Siméon Issako? Vous êtes journaliste, vous avez quand même écrit beaucoup de reportages sur l'UDPS et le fonctionnement du parti. Finalement, qu'est-ce qui se passe à l'UDPS au moment où le chef de l'État est pris à organiser son entourage, à avoir les hommes de confiance, au moment où il se bat à l'Est, mais au niveau du parti, rien ne va. Est-ce que Kabouya et Wakwenda et le reste ne sont-ils pas en train de rendre un mauvais service au président de la République avec ces désordres? Moi, je sais. D'après mes investigations, je sais qu'il y a certains au cadre de l'UDPS qui sont instrumentalisés pour fragiliser les partis ensuite, parce qu'on le sait très bien que ça aura des répercussions sur le mental, même à 1% sur le mental du chef de l'État. Ils sont instrumentalisés pour fragiliser les partis et par ricochet le chef de l'État. Qui les instrumentalise? Ah, tu sais pas? Qui? Je sais pas. Tu veux que je cite? Oui, mais citez. Ben, je n'ai pas besoin de citer. J'ai dit bien, j'aurais appris qu'il y a des hauts cadres qui sont comme ça instrumentalisés par certains cadres seulement de l'Union sacrée. Ils sont au sein de l'Union sacrée, ils sont en opposition avec le chef de l'État et ils se donnent à instrumentaliser. Qui sont-ils? Victor Wakwenda, et toi-même tu sais qui est de l'Union sacrée et qui est en opposition avec le chef de l'État. Vous avez peur de citer les noms? Je n'ai pas peur de citer les noms. Mais qui instrumentalise Wakwenda? Tu sais, les Congolais savent qui est à l'Union sacrée et qui est en opposition avec le chef de l'État. Les Congolais le savent. Il est le seul à être dans l'Union sacrée et être en opposition avec le chef de l'État. C'est lui qui a instrumentalisé Wakwenda. Mais il finance, il instrumentalise. Je dis bien, il finance. On connaît son mode opératoire. C'est financer pour diviser. Il vous finance pour vous diviser, vous fragiliser et enfin obtenir ce qu'il veut. Parce qu'il a peur des élections. Il a peur d'aller aux élections avec en face de lui la machine UDPS. C'est justement à cause de cette peur-là qu'il veut fragiliser l'UDPS à la veille des élections. Mais les autres n'ont pas commencé qu'hier.
Kabound est parti dans les mêmes conditions. Non, destitué par les mêmes Wakwenda. Nous connaissons les conditions dans lesquelles Kabound est parti. Ouais. Kabound est parti. Là Wakwenda n'était pas instrumentalisé. Non, s'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Ne mélangeons pas les choses. Mais ce sont des mêmes faits. Restons dans des faits. Ouais. Restons dans des faits. Kabound est parti dans des conditions claires, connues par tout le monde. Kabound est parti parce que dans son chef, il y avait une sorte de déviationnisme. Kabound avait dévié. Kabound était allé au-delà de l'idéologie du parti. C'est pourquoi cet organe du parti, la commission démocratique du parti, justement, s'était saisi du dossier pour chasser Kabound du parti, radier Kabound du parti. Et Kabound est parti. Il est parti dans un contexte plus clair. Mais ces contextes d'aujourd'hui, alors que tu l'as quand même si bien fait de le dire au début, alors que le chef de l'État est en train de gérer la crise sécuritaire qui n'a jamais connu de précédent dans notre pays, alors qu'il fait face à cette agression, à ce complot international, un certain Wakwenda se soulève dans son parti. C'est le même qui a chassé Kabound. Je te dis que le contexte dans lequel Kabound a été radié est de net différent de ce contexte où Wakwenda avait semé les désordres parce qu'il est financé par Kashobwe. Si tu veux que je le dise comme ça. Vous avez vomi les morceaux. Non, je n'ai pas vomi les morceaux, j'ai dit quelque chose. Tu as compris? Il est financé. Il serait financé par Kashobwe. Ah bien, tu l'as compris. Parce qu'il est financé. Vous tenez ça de qui? Je t'ai dit que je suis journaliste d'investigation. Tu as dit tout à l'heure que j'avais fini une année avant toi. Ça veut dire que sur le plan pratique, j'ai un peu de longueur d'avance par rapport à toi. Vous avez commencé le métier avant vous. Ben, j'ai commencé le métier un peu avant toi. Ça aussi, il faut l'admettre. Donc j'ai une longueur d'avance, un peu une longueur d'avance par rapport à toi. Il faut l'admettre. Je suis journaliste d'investigation. Donc c'est un peu ça. Les contextes bien que j'étais étudiant, mais les contextes sont différents. Ouais. Kabound est parti dans un autre contexte. Aujourd'hui, Wakwenda avait semé les désordres dans les partis, dans un contexte où il n'a pas raison. Dans un contexte où il se réveille un bon matin, il est contacté par Kashobwe, il est financé, on met les moyens à sa disposition, et bien il veut broyer cette machine qu'on ne peut pas broyer, l'UDPS, à la veille des élections, et au moment où tu sais qu'il fait face à ces complots internationaux. C'est ça qui ne se justifie pas. Et donc, à l'heure actuelle, les membres de cette commission ont récupéré la situation entre les mains. Tout est sous contrôle, et Wakwenda a été chassé. Wakwenda a été chassé. Je l'ai dit, il a été suspendu. Par qui? Mais par les membres de la commission. Mais Siméon, il y a quand même un autre... S'il te plaît, il a été suspendu parce qu'il a violé les dispositions, les textes du parti. C'est normal qu'on les suspende. Et parce qu'il a aussi diffamé, parce qu'il a propagé les faux bruits. Attendez, avant qu'on parle... C'est normal qu'il soit traduit en justice. Avant qu'on parle de prétendus faux bruits, Siméon Isako, peu avant que Kabound ne soit destitué, il était invité par la commission de discipline du parti. Il ne s'y était jamais présenté. C'est après que cette commission avait transmis le rapport à la commission démocratique du parti qui, en réalité, a destitué Kabound. Ce n'est pas la personne de Wakwenda qui avait destitué Kabound. Maintenant, à quel niveau Wakwenda était dans le faux? Parce que l'affaire a été traitée d'abord au niveau de la commission de discipline. Et les rapports lui étaient transmis et c'est sur base de ces rapports qu'ensemble, ils se sont décidés sur la destitution de Kabound. On a destitué qui? Je ne comprends pas. Kabound ou Kabouya? Kabouya. Ce sont des noms, vous savez, ce sont les mêmes noms. Non, la commission... D'une même espace, d'une zone géographique. C'est normal qu'on confonde des faits. La commission... Il faut d'abord dire que la commission... de discipline n'a jamais destitué... D'abord, Kabouya n'a jamais été convoqué. Si, il était convoqué. La commission n'a jamais destitué régulièrement. Je dis bien régulièrement, je le souligne. Régulièrement. La commission n'a jamais destitué régulièrement Augustin Kabouya. Je parle ici d'un coup monté. Un coup monté. Un coup monté de Kashobwe pour déstabiliser les partis. Parce qu'il sait qu'aujourd'hui, c'est Kabouya qui gère le parti. Et lorsqu'on réussit à déstabiliser Kabouya aujourd'hui, c'est tous
les partis qu'on a déstabilisés. C'est comme un peu dans une famille. Papa est parti au travail, les agresseurs viennent. La première personne qui va chercher à attaquer, c'est la maman. Celle qui est restée la gardienne du foyer. Si on déstabilise la maman, eh bien, on entre dans la maison, on a les enfants, on a tout le monde. On va faire de ce que nous voulons. Parce qu'ils disent, ben, le papa est parti, il est au sommet du pays, eh bien, nous devons déstabiliser. C'est lui qui gère au quotidien. C'est ainsi que Kachobo a mis un plan en place pour s'attaquer à Augustin. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, ce n'est pas passé. C'est pas passé. Oui, c'est pas passé parce que d'autres cadres du parti, les combattants étaient vigilants. Ce qu'il dit, Wakwenda, ce qu'il a dit quand il vous dit que le pays est ingouvernable, n'a-t-il pas raison aujourd'hui? Le parti UDPS est dans les désordres les plus remarquables. La présidence, que de scandales en scandales. On vient même d'en parler ici, des proches du président, voire même des assistants qui travaillent pour les comptes de Kigali, mais à la présidence de la République, payés par l'État. La situation à l'Est, Félix n'est pas à mesure de trouver la solution, nous savons tous, que lui-même a dit que les options diplomatiques ont échoué. Au pays, la situation sociale est catastrophique. Rien ne va, le Koulouna, ça et là. Est-ce que le tableau peint sur l'ingouvernabilité du pays par Wakwenda n'est-il pas vrai? En tout cas, je ne sais pas d'où on peut attirer. Non, mais je vous donne des faits. Les éléments. J'ai présenté des faits. Non. Laissez-moi répondre. Vous avez posé la question. Oui. Je ne sais pas d'où il a tiré ces éléments pour parler. Parce que moi, je ne suis pas de l'UDPS. Mais contrairement à lui, en tant que journaliste, je sais être bien informé. Peut-être que lui n'a pas l'information, mais il est du parti présidentiel. Nous qui descendons sur le terrain, nous qui voyons, nous qui sommes plus près de la population, nous voyons ce qui s'est fait. Nous voyons ce que M. Tshisekedi fait. Nous voyons ce que le président Tshisekedi fait. Que Wakwenda dise cela, je comprends. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure, Patrick Lokala, d'une instrumentalisation. Vous savez, quand on a instrumentalisé, là où il y a vert, on va dire rouge. Quand on a instrumentalisé. Et on va chercher des mots nets pour pouvoir justifier cette instrumentalisation. C'est ce que Wakwenda a dit. Malheureusement pour lui, il n'a pas eu des mots clairs pour pouvoir les dire. Il a balbutié. Non, s'il était clair. Il n'a pas été clair. Il n'a pas avancé de fait. Il a dit même, non, on va mettre en place une structure pour aider le président à... Aider le président à faire quoi? À bien gérer le pays. Bien gérer le pays dans quel secteur? Dans quel secteur? Je vous ai donné le secteur ici, non? La sécurité, ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Il y a des efforts suffisamment déployés sur le terrain. Pour qu'on va parler de ça tout à l'heure. Pour qu'on en arrive à finir avec l'insécurité à l'est de la RDC. Dans les sociales, au moment où nous parlons, il y a la baisse des prix des biens sur le marché. Allez-y. Les salaires des agents de l'État ont été revus à la hausse de 30%. Qui l'ignore? Qui l'ignore? Les conditions des militaires, policiers, améliorées. Qui l'ignore? Il y a des routes réhabilitées et construites par-ci, par-là, dans presque toutes les provinces. Des sociétés qui étaient par terre, que Tshisekedi a trouvé par terre. Il est en train de tout faire pour ressusciter ces sociétés. Qui ne le sait pas? Tu le sais. Tu le sais. Et c'est quoi que Wakwenda va se présenter pour dire? Si ce n'est que de l'instrumentalisation. Moi, je plains Wakwenda, à cet âge-là, 82 ans, accepter d'être instrumentalisé pour déstabiliser le parti pour lequel il s'est battu durant des années. Pour déstabiliser le pouvoir pour lequel il s'est battu il y a des années pour l'obtenir, afin de l'obtenir. C'est simplement regrettable. Mais néanmoins, je sais une chose. Je sais que depuis l'origine de l'UDPS, c'est un parti comme ça qui est basé dans des contestations internes. Et il parvient toujours à sortir
et composer, consolider, aller de l'avant. Dernière question par rapport à ces sujets, Siméon Issako. Dans tout ça, Kabouya est irréprochable? Je n'ai pas dit que Kabouya est irréprochable. Si j'ai dit qu'il est irréprochable, je vais mentir. Est-il l'homme qu'il faut à la place qu'il faut? Si je dis qu'il est irréprochable, je vais mentir. Parce que Kabouya, c'est un humain. Nul n'est parfait. On sait combien de fois vous avez été critiqué. Nous avons des postes. S'il vous plaît. On a vos publications, Siméon Issako. S'il vous plaît, la Bible dit... Au regard de ce que vous dites tous les jours sur lui, je crois qu'en interne, c'est pire que ça. Cela peut à tout moment justifier son départ. Je ne me dédie pas. Ouais. Je ne me dédie pas. J'ai dit que nul n'est parfait. Et ça même, la Bible le dit. Si la Bible le dit comme ça, ça veut dire que je ne peux pas m'autoriser de dire que Kabouya est irréprochable. Non. Est-il à sa place? Il a ses défauts. Il a ses défauts. Mais ces défauts-là ne peuvent pas faire en sorte qu'on puisse brûler les partis. Les défauts qu'il a peuvent être pardonnables. On peut fermer les yeux et dire que ben, ça c'est rien. Il l'a fait peut-être en tant qu'humain. Des fautes répétitives. Qui ne gère pas avec des défauts. Même Kabila gère avec des défauts. Chadari, on est en train de lui reprocher bon nombre de choses, on peut perdre. Dans la société, si on est dans une société, il ne manque pas de problèmes. Il y a toujours des problèmes. Quitte à nous, en tant que responsables, de savoir comment les régler. C'est un humain, il n'est pas parfait. Est-il à sa place? Pourquoi pas? Il a sa place. Il mérite cette place. Il mérite la place. Vous savez qu'il était arrivé dans les conditions irrégulières. Oh, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Vous savez, pour être secrétaire général de l'UDPS... Que disent les statuts? Il faut d'abord... Par rapport aux statuts, il n'en serait pas là. Vous savez, à l'UDPS, pour diriger, il y a ce qu'on appelle base. Il faut d'abord que la base vous accepte. Et les statuts est au-dessus des... Les statuts sont au-dessus de la base. Absolument. Et Kabouya est là par la volonté des statuts. Absolument. Voilà. Kabouya est là. Il est là en toute irrégularité. Parce que le parti l'a voulu. En toute irrégularité. Non, pas en toute irrégularité. Contrairement au statut, il ne devait pas être là. On sait tous comment le parti doit être géré à l'absence du président. Je suis en train de t'expliquer des choses. Apparemment, tu fais l'effort de ne pas me comprendre. J'ai dit que Kabouya est là parce qu'il a été désigné par les membres du parti. Quand on parle des membres du parti, on fait allusion au texte qui compose le parti. Tous ces membres du parti ne pouvaient pas se réunir pour violer les textes, enfin, de mettre Kabouya là. Pourquoi? Parce qu'il est un ange? Non. Il n'est pas un ange. On dit qu'il est soutenu par la famille Tshisekedi. Non, c'est Maman Marthe qui serait derrière lui. Même pas. On est au-delà de ça. Ça, c'est réduire les partis à la famille. Le parti est au-delà de la famille. Le parti est national, il est international. C'est au-delà de la famille. Très bien. On va aller cette fois-là à l'est du pays pour savoir comment évolue la situation. Bunagana est toujours sous le contrôle des éléments de M23, ces terroristes de M23 qui combattent contre les FARDC. Mais nous apprenons toujours que nos forces armées, sur qui je crois beaucoup, sont toujours là pour nous protéger. Siméon Issako, il y a un vrai débat sur les approches par rapport à la gestion de cette crise, par rapport, on ne va pas y aller dans les opérations militaires, mais au plan politique et diplomatique, nous savons tous que le chef de l'État a reconnu ses échecs au plan diplomatique à travers son message. On ne va pas y revenir parce que là, c'est quand même un acquis. On sait que Tshisekedi a échoué au plan diplomatique. On le sait tous. Lui-même l'a reconnu. Mais maintenant, il y a quand même un comeback, toujours au plan diplomatique, mais avec des conditions. D'après le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, il n'est pas question de négocier avec les rebelles du M23, sauf si ce dernier libère les territoires occupés. Est-ce que vous pensez que cette position va tenir? Je pense que tu n'as pas raison de dire que le chef de l'État a échoué sur des plans diplomatiques. C'est quoi qu'on appelle échec? Lui-même, il a dit, non? Tout ce qu'il a engagé n'a pas abouti. Il a dit, c'est clair. Sinon, vous n'allez pas modifier les propos du président de la République quand même. Le chef de l'État dit que pour le moment, il a choisi l'option diplomatique.
Et jusqu'à la minute où nous présentons ces magazines, tout ce qu'il avait entrepris avait échoué. S'il vous plaît. N'avait pas abouti. Jusqu'à la minute où nous présentons ces magazines, c'est le plan diplomatique qui est mis en avant-plan. Après des revers. Hein? C'est le plan diplomatique qui est mis en exergue. C'est celui-là qui est exécuté. Parce que, alors qu'on est en train de présenter, de passer cette émission, lui est à Luanda pour un mini-sommet. Sans Kagame. Ça veut dire que le plan diplomatique est en marche. Sans Kagame. Il faut avouer que les précédentes discussions n'avaient rien apporté. C'est ce qu'il nous avait dit. Il a reconnu ses échecs. C'est ce qu'il nous avait dit. Oui, il a reconnu. Mais cela ne signifiait pas... Non, il avait signifié que ça piétinait. Mais cela ne signifiait pas que tout est bloqué. C'était un échec total, non. Si c'était un échec total, aujourd'hui, il ne serait pas à Luanda. Je ne serai pas à Luanda. Et donc, cette question de M23, je l'ai toujours dit, c'est une question qu'il faut gérer avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de simplicité et beaucoup de sagesse. La position du Congo, on ne négocie pas, est une position de force ou de faiblesse? J'en arrive. On ne négocie pas avec les M23, à condition qu'ils libèrent les espaces occupés. Comment cela va-t-il être possible lorsqu'on sait que la force kenyane s'est interposée en force tampon? La force kenyane est là pour appuyer les FARDC. Oh, c'est faux. C'est ce que leur président a dit ici, lors de sa première visite. Le commandant des opérations a dit qu'ils sont là pour le processus politique et diplomatique. Tu avais suivi le président kenyan avec le chef de l'État? Tu avais suivi le point de presse? Tu avais suivi ce qu'il avait dit? Il avait dit qu'ils sont là pour appuyer les FARDC afin que la paix soit restaurée. Ils sont là pour la restauration de la paix. Ils se battront aux côtés des FARDC. Ils sont venus pour la guerre. Maintenant, on a des déclarations contradictoires. Non. Tu me parles d'un chef des opérations, un chef d'état-major ou qui, je ne connais pas qui. Moi, je te parle du président de la République du Kenya. C'est celui-là qui engage l'État kenyan. C'est celui-là qui engage le pays. C'est celui-là qui définit ce qui doit être fait par son armée sur un sol étranger. C'est celui-là. C'est celui qui nous a fait comprendre qu'ils vont accompagner, soutenir les FARDC pour que la paix soit restaurée. Pour que nous puissions chasser les M23. C'est un peu ça. Et donc, le M23 finira par céder. Le M23 finira par céder. La vérité, c'est que... il a dit, on nous force. On nous force. La vérité, c'est que... Ouais. On se bat, un groupe armé, un groupe terroriste ne se bat jamais éternellement contre l'État. L'État finit toujours par gagner. Nous finirons par gagner. Ça, c'est l'espoir. Ça, c'est l'espoir que vous donnez. Et nous mettrons fin. C'est bien de donner l'espoir. L'M23 va se retirer des espaces occupés et nous allons négocier avec eux. S'ils ne se retirent pas, ils ne seront pas invités sur la table des négociations et nous allons négocier avec les autres groupes armés. Ça ira comme ça et nous allons les gagner, eux, les M23, sur les fronts militaires. Il y a un sommet à Luanda présentement, on a même fait allusion, Kagame n'est pas venu. Un signe de sabotage à l'endroit de ses homologues et principalement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a boudé encore une fois ce sommet. Mais je me rappelle que lorsqu'il fallait aller à Kampala, le 24 décembre 2012, Kagame avait boudé. Là, c'était avec Kabila. Il avait boudé. Il n'était pas allé à Kampala. C'était la toute première rencontre parce que... non, c'était le 24 novembre. Ouais. Kagame avait boudé. Parce que Goma est tombé,
le 20 novembre 2012, le 24 novembre, il fallait négocier. 24 novembre, il fallait négocier. En fait, qu'est-ce que j'ai dit? Le 6 novembre, il fallait négocier. Le 6 décembre, il fallait négocier. Il fallait d'abord se réunir pour préparer les terrains à Kampala, tout ça, le 24. Mais Kagame, il n'était pas parti. Parce que le 6 décembre, c'était le début des négociations avec... S'il te plaît. Le 6 décembre, c'était le début des négociations avec l'M23. Mais il fallait d'abord que les chefs d'État se retrouvent entre eux pour parler. Les chefs d'État de la sous-région. C'était le 24. Kagame n'était pas là. Il était absent. Ça veut dire que c'est dans ses habitudes. Il sait ce qu'il fait. Kagame n'a pas aujourd'hui intérêt de voir l'Est de la RDC être en paix. Vous n'avez qu'à voir sur l'échiquier mondial à quel niveau s'est située la production de l'or du Rwanda lorsque l'état de siège était monté en flèche à l'Est de la RDC, au Nord Kivu, précisément. Le Rwanda, la production de l'or avait baissé au Rwanda. Mais quand le phénomène F23 a ressurgi, ça a débuté, c'est monté en puissance, ben, leur production en or a augmenté. Ça veut dire que leur économie dépend de l'instabilité à l'Est de la RDC. Le Rwanda a intérêt de voir l'Est de la RDC déstabilisé internellement pour que son économie monte en puissance. Ces négociations ne vont-elles pas échouer dès lors que le Rwanda n'a pas besoin Kagame, qui est l'un des acteurs principaux de cette situation, n'est pas présent? Est-ce que ce n'est pas le fait qu'à chaque fois il est absent, que ces négociations, que les résultats sont parfois piétinés parce que lui n'est pas là présentement? Ben, il a envoyé ça Biruta, moi que je me trompe le nom, son ministre des Affaires étrangères. Il est là. Lorsqu'on le voit lui, c'est lui qui représente les pays. Et donc tout ce qui sera dit là-bas, je me dis que tous les pays concernés vont s'engager. Très bien. Merci beaucoup, Siméon. Mais toutefois, il faut souligner que Kagame n'est pas un partenaire à qui il faut totalement faire confiance parce que... L'ancien frère de Félix Tshisekedi. Je l'ai dit, que c'est quelqu'un qui ne veut pas voir l'Est de la RDC être trompé. Ben, quand tu appelles quelqu'un frère, mais vous savez... C'est lui qui l'avait appelé, ce n'est pas moi. Même les frères d'une même famille. C'est lui qui l'avait appelé frère. Il y a ce qu'on appelle des guerres fratricides. Ça veut dire que même les frères d'une même famille peuvent se battre. Très bien. Très bien. Donc, dire de quelqu'un qu'il est son frère, ce n'est pas un péché. On va finir... Tous de la même région, nous sommes tous des Bantous. Ce n'est pas un péché. On est tous sans oublier que Félix, c'est quelqu'un qui remplit... des Bantous, et ils sont des Tutsis. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà. Et ils sont des Tutsis, nous sommes des Bantous. Voilà. Je voulais dire que nous sommes des Bantous. On est sans l'oublier, on est africains. Nous sommes dans les cadres qu'on appelle l'hospitalité. Qu'est-ce qui explique que le chef de l'État a tendance à appeler ses homologues frères? Ils viennent d'appeler William Ruto mon frère. C'est sa diplomatie. C'est quoi cette manière d'appeler les gens frères? C'est sa diplomatie. Quelques jours après, ce sont les mêmes frères qui viennent lui faire du mal. Il veut faire la paix avec tout le monde. Là, il ne sort pas de ce qui est traditionnel. Non. Mon homologue. Non. Il a toujours dit mon homologue. Mais il n'a pas péché. Il n'a pas non plus péché. Il n'a pas non plus péché. Il n'a pas non plus péché s'il dit de Museveni par exemple, de Ndayishimiye qu'il est mon frère, c'est pas un péché. Peut-il encore appeler Kagame son frère actuellement? Ben il peut l'appeler mon frère, c'est pas un péché. Très bien. Je t'ai dit tout à l'heure qu'il y a des guerres entre frères. Kagame continue toujours à être le frère de Félix Tshisekedi. Oh là là, mais c'est un frère qui nous a poignardés. C'est cela. Il s'appelle toujours en tant que frère. Mais je ne sais pas. Là, il faut poser la question à lui-même. Ou à son parsec peut-être. Des parsecs et des assistants qui envoient des photos secrètes. C'est terrible, Félix. Voilà, on aborde la dernière question. Siméon Isako, la question relative à la publication du calendrier électoral qui pourrait probablement intervenir ce samedi. Non, on n'est plus dans des suppositions. On n'est pas dans des suppositions. Nous sommes là dans la certitude. Le calendrier électoral
sera bel et bien publié ce samedi. Donc, nous avons des informations sûres, des sources dignes des fois, à la Commission électorale nationale indépendante. C'est une preuve de la détermination de l'équipe de Nekadima d'aller tout droit vers les élections. Nous allons droit vers les élections de 2023. C'est une étape trop importante, ce calendrier électoral. Déjà, on a fini avec la cartographie. Il y a plusieurs mois qu'on a fini avec la cartographie. Il y a les kits d'identification, 10 000 kits d'identification et enrôlement des électeurs qui sont en train d'arriver en RDC. Sur les 29 700 kits commandés, déjà 10 000 vont bientôt arriver. Ça prouve que la CENI est en train de faire son travail. Son travail pour que nous puissions avoir les élections dans les délais. Vous pensez que ce calendrier va finalement fixer les gens par rapport au délai prévu par la loi fondamentale? Mais ça s'appelle calendrier. Soit on va nous annoncer un report. Denis avait déjà dit que nous aurons les élections le 30 décembre 2023. Il avait déjà dit. Cette parole sera respectée dans le calendrier. Mais je dis qu'il avait déjà dit. Mais sur le plan technique, s'ils estiment qu'on regarde certaines contraintes, c'est plus tenable qu'on ait les élections le 30 décembre 2023. Je dis bien sur le plan technique, c'est plus tenable. S'ils estiment que nous pouvons avoir un petit glissement de 2, 3, 4 mois, 6 mois maximum, je ne trouve pas d'inconvénient. C'est pas ça qui va brûler la case. Vous voyez les choses, comment seront les choses? Vous pensez qu'il sera dans le report ou dans la tenue de la date, d'après vos câbles? Je ne parle pas des câbles, je suis dans les analyses. Si, face à certaines contraintes, l'équipe de la CENI, par rapport aux informations que vous avez de la CENI. Est-ce que tu peux me laisser parler? Ouais. Si, face à certaines contraintes, l'équipe de la CENI estime... Ben, tu sais, Patrick, on peut bien publier les calendriers, fixer la date pour l'organisation des élections au 30 décembre 2023. Mais une semaine avant, il y a des contraintes qui se posent. On sera obligé de décaler. Obligé de décaler. C'est pourquoi j'évoque le facteur contrainte. On a des hypothèses. Face à des contraintes. On a des hypothèses. S'il vous plaît. Celle de la tenue. Laissez-moi vous poser la question. Laissez-moi vous poser la question. On a des hypothèses. Celle de la tenue des élections, conformément à la loi fondamentale, qui voudrait qu'on ait des élections au mois de décembre en 2023. Et on a l'hypothèse des contraintes. Les experts disent que techniquement, il est intenable d'avoir des bonnes élections en 2023. D'après vous, quelle est l'hypothèse la plus plausible? À mon avis, oui. À mon avis, le pays fait face à plusieurs contraintes. Notamment la sécurité. Il est vrai que je suis persuadé, en tant que Congolais, en tant que chrétien, que cette guerre du Rwanda, nous allons la gagner avant 2023. Avant 2023. Il est vrai que cette contrainte sécuritaire sera levée. Il n'y aura plus de contraintes sécuritaires. Il est vrai. Il est aussi vrai que le gouvernement s'emploie à financer les processus électoraux. Mais n'oublions pas qu'il y a d'autres contraintes aussi qui peuvent surgir. Mais déjà face au tableau tel qui se présente, moi je me dis que la CENI s'emploie à organiser les élections en 2023. Et nous aurons bien les élections en 2023. À moins que la situation sécuritaire ne s'améliore pas. Si la situation sécuritaire ne s'améliore pas, mais là, nous passons à autre chose. Alors, là, on donne raison. On donne raison à ceux qui pensent. Et là, nous aurons des options. On donne raison à ceux qui pensent que la situation qu'il y a entre le Congo et le Rwanda, c'est-à-dire Paul Kagame et Tshisekedi, c'est juste pour lui permettre de gagner quelques jours. Permets-moi de dire que ceux-là sont des fous. Que cela soit un Permets-moi de dire que ceux-là sont des fous. De ne pas organiser les élections et pousser les acteurs politiques au dialogue. Permets-moi de dire que ceux-là... Qui aboutira au partage des postes. Permets-moi de dire que ceux-là sont des fous. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ce sont des analystes comme vous. C'est de la folie. Pure et simple. Ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Tshisekedi n'est pas ceux des politiciens qui peuvent accepter
que les compatriotes souffrent. Vous savez combien de Congolais aujourd'hui vivent dehors, sans logis, souffrent sérieusement? Est-ce qu'il peut comploter avec Kagame pour que ses compatriotes souffrent de sorte qu'il ait 3 mois de marge pour qu'il ait organisé les élections en 2023 ou 2024? Non, c'est être de mauvaise foi. Dire ça, c'est être de mauvaise foi. Il n'y a pas de complot, il n'y a pas de collaboration entre Tshisekedi et Kabila et Kagame, je vais dire. La situation à l'Est, connaissons tous que c'est le régime Kabila qui nous a amenés. C'est le régime Kabila qui nous a plongés dans cette situation. Si Mouzé ne s'était pas accompagné, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Si Mouzé ne s'était pas fait accompagner des Rwandais pour venir chasser Mobutu, on ne parlerait pas aujourd'hui de cette situation. Joseph Kabila a laissé un pays avec ses kilomètres carrés. Quand Kabila laisse... Kabila avait signé les accords... Attendez, je vous relance. Non, mais je sais là où vous voulez en arriver. Non, laissez-moi vous poser quand même la question. Même si vous devinez la question, mais laissez quand même que les gens suivent la question. C'est aussi ça la méthodologie, Simeon Isako. Au moment du transfert du pouvoir de Kabila à Tshisekedi, il n'y avait pas M23, cher ami. M23 a ressurgi après l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir. Et nous savons tous que les M23 ont dit qu'ils étaient à Kinshasa, logés, payés, nourris aux frais du gouvernement. Ils ont signé des choses avec le pouvoir IDPS. Vous avez bien fait de l'IDPS n'a pas respecté. Vous avez bien fait de me présenter ici comme quelqu'un avec qui vous avez étudié ensemble. Maintenant, comment on peut lier une situation que Kabila a résolue à celle qui s'est créée après son départ? Je crois qu'ensemble, à l'EFASIC, nous avons étudié la théorie des effets dormeurs. Toi et moi avions appris ça à l'EFASIC, la théorie des effets dormeurs. Kabila part, mais laisse un événement derrière lui. Et cet événement va créer des conséquences plus tard. Celui qui a invité le M23 à Kinshasa. Kabila part, il signe l'accord avec le M23 en 2013, à moins que je me trompe. 2013. Fin 2012-2013. Il signe un accord avec le M23. Cet accord qui n'a jamais été respecté. Et le M23 réclame l'application de cet accord aujourd'hui. Que dites-vous de leur présence à Kinshasa? S'il vous plaît. Ouais. Il réclame l'application de cet accord aujourd'hui. Et tu sais qu'il ne veut pas simplement faire appliquer cet accord, parce que s'il l'applique, il consacre économiquement la balkanisation de la RDC. Et donc, si nous sommes dans cette situation aujourd'hui, c'est M. Kabila qui nous a plongés dans cette situation. Les M23 disent qu'ils étaient ici à Kinshasa, invités par le pouvoir IDPS. Ce sont des considérations. Logés, nourris. Ce sont des considérations. Il y a des accords qui ont été signés. Ouais. Ah, toi, tu as vu ces accords-là? Ils disent, je vous donne la source, non? Non. Toi, tu as vu ces accords-là? Je vous donne la source. Parce que les accords de M23, les accords dont le M23 réclame l'application, ce sont les accords qui ont été signés avec M. Kabila. Toi, tu dis... Les accords de 14 mois à Kinshasa. Tu dis qu'ils disent que nous réclamons l'application des accords signés avec Tshisekedi. Quels accords qu'ils nous le disent? Parce que même eux, là où ils sont, Willy Ngoma ne cesse de les tweeter, de les dire tous les jours. Ils ne réclament que l'application des accords qu'ils ont signés avec Kabila. Et toi, tu veux me parler d'autres accords? Ces accords-là viennent d'où? Toi, tu sais qu'à ça va congolais. Très bien, on change de sujet. Simeon Isako, on prend le dernier sujet que j'ai prévu. S'il y a élection en 2023, ou s'il y a glissement, des hypothèses, dans tous les cas, Tshisekedi sera au terme de son tout premier mandat. Exactement. Tshisekedi va-t-il se représenter ou il pense déjà à désigner un dauphin? Je pense qu'en tant que journaliste, je ne devrais pas me poser cette question. Je l'ai dit parce que il y a des analyses, tu as suivi, Tshisekedi lui-même s'est proclamé déjà candidat. Il a fait. Au regard des événements. Il l'a fait dans l'espace Kassa, il a fait. Au regard des événements. Il a fait dans l'espace. Désordre à l'IDPS. Le parti lui-même n'est pas prêt à aller aux élections parce qu'il y a un désordre là-bas. Et tu as dit ça? La présidence. Dans les scandales, Kabouya est en train de, la situation sécuritaire Kabouya est en train de redynamiser, Kabouya est en train de redynamiser les la partis. Situation sociale totalement catastrophique. Les Koulouna à Kinshasa, les infrastructures, nous savons tous que les projets phares du régime sur les infrastructures routières ont échoué.
sur base de quoi va-t-il prétendre se présenter, soit en 2023 ou après 2023? Kabouya est en train de dynamiser le parti. Il est parti par-ci par-là. La prochaine fois, ça sera en Équateur. Et donc, au niveau du parti, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inquiétude. Il s'apprête à aller aux élections. Il s'apprête à aller aux élections avec force. Avec ou sans Pour donner une majorité, parlementaire à Félix Tshisekedi. Tu parles du bilan, Patrick. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Quelques minutes après le début de l'émission. Il faut ne pas être congolais pour ne pas savoir ce que Félix Tshisekedi fait. Il faut me dire que tu vis en Turquie, tu n'es pas congolais, tu n'es pas informé de la situation du Congo, mais je vais comprendre que tu ne sais pas ce que Tshisekedi fait. Le bilan sur le plan sécuritaire est largement négatif. Bunagana a été occupé pendant plus d'une année sous Kabila. Finalement, il s'était parti. 13 jours. J'ai dit Bunagana a été occupé plus d'une année sous Kabila. J'ai dit bien plus d'une année. Vous êtes la seule personne à voir cette info, sinon apparemment. Ok. Félix sera-t-il candidat, oui ou non, au regard du bilan? Bunagana a été occupé pendant plusieurs mois. Félix sera-t-il candidat, oui ou non, au regard du bilan? Tshisekedi a un bilan. Un bilan à ce stade positif. Au regard de ce bilan positif, il sera bel et bien candidat, lui-même l'a déjà dit. Et je suis convaincu que face à ces actions, ces réalisations, saluées par tous, va-t-il s'en sortir devant un Katumbi? Il aura un deuxième. Va-t-il s'en sortir devant un Katumbi avec des moyens et avec un parti politique organisé? Va-t-il s'en sortir devant un Martin Fayoulou, le plus grand leader de l'opposition? Va-t-il s'en sortir probablement devant Denis Mukwege, une crème intellectuelle? Vous pensez que tous les candidats réunis de l'opposition ne font-ils pas peur à Félix Tshisekedi? S'ils se réunissent, ou même en ordre dispersé, au regard de la crédibilité qu'ils ont présentement, Félix ne doit-il pas comprendre qu'il faut pratiquement laisser le pays à quelqu'un d'autre qui pourrait 2018, amener un nouveau vent, un nouveau souffle du neuf dans la gestion de l'État? Dernière question. Je fais bien de poser la question. Il ne faut pas aussi oublier qu'en 2018, Félix faisait face à un bloc qui était pratiquement imperméable. Les blocs Katumbi, Bimba, Fayoulou, Boussanyamouissi, j'ai oublié encore qui c'est... Matungulu. Adolphe Muzito. C'était un bloc infranchissable. Un bloc dur. Avec les moyens de bord, tu sais qu'il a réussi à faire face et à ces blocs et aux dauphins du président en exercice. Là, il a réussi. Il est encore à l'opposition. Il a réussi. Il a de main trempé dans la gestion. Il a réussi à gagner les élections haut la main. Et cette fois-ci, il n'avait pas de bilan. Il est aux affaires. Il a un bilan lourd. Non, c'est toi qui l'as dit. Il a un bilan apprécié par la majorité des Congolais. Un bilan lourd. Un bilan positif. Largement. Cette fois-ci qu'il a un bilan positif. Comment veux-tu que les Congolais ne puissent pas lui accorder leur confiance? Vous y croyez? Je crois fermement. Dernier message pour qu'on en finisse. Mon message, c'est à nos vaillants. Nos vaillants militaires qui sont en front, qui se battent pour la cause noble, la cause de la République, qui se battent pour sauvegarder l'intégrité du territoire national. Soyez forts, chers militaires, soyez forts, chers vaillants soldats. Nous sommes avec vous, nous sommes de cœur avec vous, nous prions pour vous, nous vous soutenons. Nous, Congolais, dans nos différentes structures, nous les arrangeons ici à Kinshasa et un peu partout à travers les territoires nationaux pour soutenir aussi vos familles qui sont restées alors que vous êtes au front. Ne laissez pas l'ennemi, en tout cas, prendre en otage une partie de notre territoire. Lutter pour libérer Bunagana, pour libérer Tamungenga, lutter pour libérer d'autres
cités, d'autres territoires, d'autres villages qui sont sous occupation de l'ennemi. Nous sommes convaincus que l'M23, nous allons gagner cette rébellion aujourd'hui ou demain. Merci beaucoup, Siméon Isako. Il est journaliste à casinfo.ca, journaliste des formations et des professions. C'est avec lui qu'on a analysé toutes ces questions d'actualité. L'émission a été réalisée par notre réalisateur, le maestro Derrick Lunkeba. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube Patrick Lokala TV.